Bon, bah, deuxième prise, quand tu parles pendant 18 minutes et que tu filmes pas, t'as le seum. Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de Star Wars Andor, la série Star Wars sur Disney+, la série du moment. L'avant-dernier épisode vient d'être visionné ce matin, je l'ai déjà vu 2 fois. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On voit ça tout de suite. Abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir. On fait de la pop culture et de la street culture. Donnez votre soutien les amis. Abonnez-vous également à la chaîne de Zinio et Stirka. C'est mes copains youtubeurs avec qui j'essaie de faire régulièrement des lives et voilà. Et c'est des très bons créateurs de contenu. Zinio un peu plus Marvel et Stirka spécialisé en manga et il fait aussi des petites reviews Andor. Voilà, c'est plutôt intéressant. Donc, donnez-leur de la force. On attaque tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Alors, petit épisode on va pas parler de calme avant la tempête, même si c'est un peu ça, et encore il y a des bêtes de scène. Alors, on va faire ça comme d'habitude, on va prendre des personnages et on va parler de tout ce qui se passe dans l'épisode pour eux, et ensuite on switchera. Cassian Andor avec Melch. Melch. Quand je dis Melch, en fait, je pense au Juggernaut qui est avec Ando Onaka dans Clone Wars et Rebels, enfin dans Rebels saison 4. Et du coup, le gars, il s'appelle Melchi, ça me fait penser à Melch, t'as compris? On découvre nos personnages à flanc de falaise, voilà, qui sont en train de continuer à fuir l'Empire et tout ça. Excusez-moi les amis, un peu malade. Et du coup, ils ont trouvé enfin un vaisseau, ils vont essayer de voler ce vaisseau, il y a des chasseurs de primes amphibiens, ils vont avoir une chouette conversation, et finalement, ils vont quitter la planète. Donc, plusieurs analyses à faire de tout ça. Premièrement, je pensais que la planète était une planète full aquatique. Ben non, il y a des continents, il y a des civilisations, tout ça, ok. Super relation entre Melchi et Andor. Tu vois qu'ils ont vraiment un côté fraternel, tout ça. À un moment, Melchi veut abandonner, il dit « je tiens plus, je vais lâcher ». Andor, il lui dit « accroche-toi, ils vont partir », tout ça. Ensuite, Melchi, tu vois que c'est le mec un peu enflammé, tu vois. Il a un petit côté comme le mec qui avait écrit son manifeste dans l'arc d'Aldani. Et à un moment, d'ailleurs, quand ils ont une opportunité pour s'emparer du vaisseau, sans faire preuve de réflexion et de jugeote, comme Cassian, lui, il va courir, tout ça, il va essayer de s'emparer du vaisseau. Sauf que les extraterrestres qui vont nous rappeler fortement les Gungans dans Star Wars vont appuyer sur un petit bouton et il y a deux grosses Hrnoun qui vont voler vers Cassian et Melchi, les plaquer au sol et se développer en filet bien gluant. Plutôt stylé comme technologie, j'ai bien aimé. À ce moment-là, on va avoir une petite conversation entre Cassian et Melchi. Entre Cassian, Melchi et les deux aliens. Voilà. Les aliens vont dire, vous êtes des impériaux, vous êtes les gens de la prison, vous foutez la merde dans nos océans, on vous en veut, on vous déteste. Cassian, il va réussir à leur dire, bah non, on est des prisonniers, nous on subit l'Empire, tout ça. Et ça va trouver grâce relativement facilement aux oreilles des amphibiens, des Gungans 2.0, car ils vont leur dire, ah bah, nous aussi on est des anti-empires, on va vous aider, on ne laissera pas l'Empire arriver à leur objectif, on va un peu les faire chier. Et en fait, ça va se dégoupiller naturellement. En fait, là où d'habitude, les protagonistes, ils ont des mésaventures, ils tombent sur nanani, nanana. En fait, là, ils vont juste tomber sur des personnages tertiaires qui vont les aider temporairement. Vous avez besoin de quelque chose, je vous libère, je vous amène où? Et voilà. Et comme ça, Cassian et Melchi ont quitté la planète pseudo-aquatique pour la planète Ibiza. J'aime beaucoup le rapport entre Andor et Melchi, encore une fois. Melchi, lui, veut aller dénoncer les atrocités de l'Empire. Andor, lui, il veut retourner voir ça, Daron. D'ailleurs, dans l'épisode plus tard, il va contacter le mec qui a la station radio sur Ferrix, car on a l'impression qu'on peut communiquer que via cette station radio. Et il va essayer de parler à sa mère, il va dire « dis ça à ma mère, dis ça à ma mère ». Et le gars, il va lui dire « Casse, ta mère est morte ». Donc, épisode 12, retour de Cassian sur Ferrix, et on va avoir l'apothéose. Donc voilà pour Cassian. Second arc intéressant, c'est ce qui se passe à Ferrix. Beaucoup de choses à dire. Marva est morte, la mère adoptive de Cassian. On voit le gros balèze de l'arc de Ferrix, le pote à Cassian, celui qui travaille comme ferrailleur, je crois, qui va tenter de dire au robot, à B, de venir avec lui, tout ça. Et cet épisode va nous mettre en avant en fait un truc inattendu, c'est le deuil d'un droïde. On a déjà vu R2-D2 être triste, faire des mous, tout ça, mais on n'a jamais vu un droïde avoir vraiment des rapports au deuil, à la mort.
Et tu vois que ce droïde aimait vraiment Marva. Et il a perdu Cassian, là il a perdu Marva, donc du coup il le vit mal tout ça. Donc il va demander du temps au gros balèze, le gros balèze va lui donner. Donc voilà franchement un aspect très intéressant, voilà, qu'un droïde peut avoir des sortes d'émotions. Ça n'a jamais trop été développé dans Star Wars, je pense. Même si de base, tu te dis des fois que les droïdes ils sont humains, tu vois. Encore une fois, R2D2. Mais humains par leurs émotions, je parle bien. Mais voilà, plutôt intéressant tout ça. J'allais faire des parallèles à iRobot. Mais vas-y, si tu les as, tant mieux. Avec Sony, si tu les as pas, bref. Donc, sur Ferrix, on a également Loni. Loni, est-ce que vous vous rappelez, c'est qui? C'est l'infiltré du BSI, mis en place par Luten Raen, infiltré auprès d'Edra Miro, voilà, qui est lui responsable de l'observation de ce qui se passe sur Ferrix pour guetter le retour de Cassian. Donc, premièrement, scène intéressante, c'est que Loni va parler avec Cinta qui était l'un des membres de l'escouade d'Aldani. Ils vont parler tous les deux sans savoir qu'ils sont tous les deux membres de l'institution de la résistance de l'Alliance rebelle. On aura également Dedra Miro, seule apparition, voilà, qui à travers les écrans, à travers une communication à distance, va donner les ordres de mettre tout en place, de laisser faire l'hommage commémoratif, les funérailles de Marva, pour attendre Cassian et le choper. Donc, cohérent, bien, solide, tout ça, on valide. On a aussi Bix, voilà, les conséquences de la session de torture de Bix, la session de torture psychologique, tu sais, avec les cris des enfants, les lamentations, tu vois qu'elle est affaiblie, tout ça. Loni vient encore une fois l'interroger pour avoir des infos sur Ando Krieger qui reste mystérieux, tout ça, qui va également avoir son importance en fin d'épisode, mais on y viendra plus tard. Donc voilà, Bix, elle est sur le point de balancer Luten, Ando, Cassian, on ne sait pas trop, moi j'y crois pas. Mais en tout cas, voilà, Bix là, elle est mal. Et la série nous véhicule bien les conséquences d'une torture psychologique. Et je trouve que c'était plutôt bien goupillé. J'ai bien aimé. Donc, Ferrix, c'est un peu tout. Voilà, l'appel de Cassian également. La communauté des colons, c'est le titre de l'épisode. C'est les gens qui vont venir, les copines de Marva. Ah, Cassian aimerait bien avoir son linge de maison. On va faire ça, on va faire ceci. Également, quand même à noter, la particularité et le côté vraiment bien foutu de leur cérémonie funéraire. En fait, les Ferrixiens, quand ils meurent, on les brûle. Leurs cendres sont mélangées au mortier, on crée des briques et ces briques vivent, enfin, sont posées dans les différents trous de Ferrix. Ah, il manque une brique ici, on met une brique, voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça symbolise? Ben, que nos proches qui ont vécu avec nous, oncle, père, mère, sœur, voisins, vivent avec nous pour toujours. Voilà, que les habitants de Ferrix, même s'ils meurent, feront toujours partie de Ferrix. En tout cas, c'est validé, tu vois, le concept, il est validé. On va aller du côté de Mon Mothma et Veil, car Veil est encore sur Coruscant. Alors premièrement, Veil va aller voir Cléa, le bras droit de Luten. Veil va lui dire il est où le Fond d'Or, la mère de Cassian est mort. Donc tu vois que même Luten se peut qu'il revienne sur Ferrix dans l'épisode prochain. De toute façon, tout le monde sera sur Ferrix l'épisode prochain, je vous le dis les gars. Et Cléa, elle va lui dire « Ouais, vous faites n'importe quoi, vous ne respectez pas les protocoles. » Cléa, elle est à la fois stylée, à la fois chiante. Mais bon, ça, je te laisserai me dire en commentaire si tu trouves que c'est un personnage qui a du potentiel. On a également donc Veil qui retourne auprès de Mon Mothma. Mon Mothma nous refait l'étalage de toute son évolution au sein de l'Alliance Rebelle, en commençant par les fonds monétaires, les financements. Elle s'est enlisée dans la surveillance fiscale de l'Empire, et maintenant elle est à devoir marier sa fille potentiellement au fils d'un bandit, d'un banquier, voilà, qui est quand même véreux. Et c'est très intéressant. On a également une scène religieuse, spirituelle des Chandriliens. Leïda, elle a apparemment, pratique un rite chandrilien ancien, en tout cas que ne pratiquent pas ses parents. Ça nous ramène à la tradition de Chandrila. Voilà, on a encore ce côté
tradition et vie contemporaine. C'est plutôt intéressant, surtout quand on nous dit que Leïda, elle est rentrée dedans, un peu dedans, tout seul, qu'elle est relativement sérieuse dans sa pratique. Alors au début, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un discours de radicalisation? On ne nous dit pas que Leïda, elle est radicalisée dans l'ancienne religion de Chandrila, là où Mon Mothma et son mari ont adopté les mœurs et la vie, se sont coruscantisés, comme on pourrait dire, d'étrangers qui se sont francisés, donc en oubliant à plus ou moins grande échelle leur ancienne tradition. Après, je ne sais pas, parce que ce n'était pas non plus violent. En fait, la scène, je ne sais pas si elle a été bien calibrée dans ce qu'elle voulait véhiculer. Je me suis dit aussi, est-ce que en fait, ça ne voudrait pas nous faciliter l'acceptation de Leïda à épouser le fils du banquier véreux? Le poids des obligations, la religion, on sait que le mariage arrangé est l'un de leurs piliers. Donc du coup, si elle est croyante, fidèle, dévouée à sa croyance, et qu'on lui dit tu dois te marier, ça va de soi, elle le fera, tu vois. Donc, je ne sais pas, à vous aussi de faire votre propre analyse un peu plus que ça. Est-ce que c'est pour nous montrer que Leïda est une radicalisée, du coup, de l'ancienne religion chandrilienne, ou est-ce que c'est pour nous montrer que ce sera facile de lui dire la religion, notre divinité, les obligations, le mariage arrangé, allez, let's go. Je ne sais pas. Ouais, bon, pour Mon Mothma, ça va s'arrêter à ça. Pas beaucoup plus d'enjeux pour elle. Au final, quand tu regardes le départ et l'arrivée du personnage, alors elle a été centrale, mais elle a relativement peu avancé. Mais je pense qu'en saison 2, on va avoir des gros bonds dans sa narration. Car là, il est temps qu'un peu que ça bouge pour elle, tu vois. Est-ce qu'elle va pas se faire repérer par l'Empire et fuir En vrai, j'aimerais bien, mais je crois que ça vient peut-être dans 2 ans. Parce que dans Rebels, quand l'équipe l'escadron Phoenix va la protéger, c'est quasiment 2 ans avant l'attaque de Yavin. Donc c'est dans 2-3 ans, ouais. Donc, un peu trop... je suis un peu trop pressé, je pense. L'arc encore qui est pas très intéressant, mais on est toujours sur Coruscant, c'est Cyril qui reçoit un appel de la brioche, le mec qui a la voix de Jack Black en français, la VF de Jack Black. Le gars, en fait, il est toujours sur Morlana. Il a appris que Cassian, sa maman, était morte. Du coup, il dit à Cyril qu'il se peut que Cassian vienne sur Ferrix d'ici peu de temps. Revoir le personnage, ouais, c'était intéressant, c'est un gogol. Lui, il était peu intéressant, c'est surtout Cyril qui est stylé. Cyril, tu vois que sa haine, sa rancœur monte, donc j'attends dans l'épisode 12 un énorme face-off entre les deux. J'espère qu'ils vont se regarder, se foutre sur la gueule et tout ça. Je veux dire, t'as pas accumulé toute cette colère pour pas t'en servir, Cyril, hein? Donc, ça justifiera la présence de Cyril dans le final sur Ferrix. Voilà, c'est pas mal. C'était pas fou, mais Cyril aussi, il est resté en retrait. En fait, on l'a beaucoup eu au début, beaucoup à la fin. Enfin, je pense qu'on va l'avoir beaucoup à la fin. Maintenant, je pense qu'au début, on attendait plus de lui. Et ça sera un élément dans mon bilan. Bilan qui viendra du coup peut-être dans 2 semaines à la fin du dernier épisode. Tout ça, je ferai un bilan avec le poteau Sofiane. Vous connaissez un set Lego Star Wars. Un épisode d'1 heure, tout ça, où je parle avec mon poteau d'enfance, Sofiane, fan de Star Wars, pour décortiquer un peu la série. Je ne sais même pas s'il l'a vu, parce qu'au début, il n'était pas chaud. Donc j'espère qu'il va rattraper son retard. Mettez en commentaire, allez Sofiane, regarde la série. Voilà pour Coruscant. On va finir avec Luten Raen, qui est parti du coup en mission en tant que chef de l'Alliance Rebelle, de la pré-Alliance Rebelle. Il va voir Saw Gerrera. Il dit à Saw Gerrera qu'il y a un dilemme. Est-ce qu'il faut laisser Andor Krieger mourir ou est-ce qu'il faut le sauver? Le problème, c'est que si on le sauve, l'Empire va savoir qu'il y a des taupes de l'Alliance Rebelle dans leur sein. Saw, au début, il est bof, mais après des conversations houleuses et un petit coup de pression au pisto blaster, au pisto laser, et ils vont être d'accord pour laisser Andor Krieger claquer et tomber dans le piège de l'Empire. Donc, cette conversation, ce dialogue, c'est la masterclass de l'épisode. Franchement, archi stylé. Luten toujours aussi fort et charismatique. Saw Gerrera qui se prend des remontrances, qui
qui baisse la tête et qui baisse la queue face à un Luten Raen, ça m'a surpris, mais après c'est un acteur de l'ombre, donc on ne connaît pas vraiment ses capacités. Et voilà, c'est cohérent. En tout cas, on comprend qu'il y a 2-3 leaders des différentes sections, cellules, appelle ça comme tu veux. On en connaît surtout 3, du coup, Ando Krieger, Luten et So, les deux vont s'associer, sacrifier Ando pour le bien commun de la résistance et de l'Alliance rebelle face à l'Empire. C'est cohérent, encore une fois, ça nous montre la dure loi du maquis, de la résistance, de la guerre, tout ça. Un ennemi aussi mauvais que l'Empire, il faut faire des sacrifices durs. On nous le dit depuis l'épisode 1, et là on nous le montre. Donc encore une fois, la série a vraiment beaucoup de cohérence, de réalisme. Je valide énormément. La dernière scène notable dont je vais vous faire part, c'est le petit face-à-face vaisseau de Luten, le Fond d'Or, ce genre de cargo un peu modifié, face au croiseur léger impérial. Donc une petite scène d'action cool, une petite bataille spatiale. Luten manœuvre son Fond d'Or comme Din Djarin manœuvre le Razor Crest. Bon, c'était un peu... ouais, ok, c'était inattendu. Il arrive quand même à mettre une torre... Enfin, il a des technologies genre pour casser le faisceau d'attraction. Ok. Il arrive à liquider 3-4 chasseurs taille et il se casse. Donc Luten, cette scène est surtout là pour nous montrer en fait, ses capacités. C'est vraiment un bête de soldat, pilote, combattant, stratège. Du coup, il nous réserve encore beaucoup en saison 2. Bah, dommage pour le croiseur qui finalement... au final, tu te dis, bah ouais, ok, il n'y a pas de risque, tu vois. Le croiseur, au final, il est éclataxe. Alors que normalement, je pense qu'un croiseur léger impérial aurait dû éclater ce vaisseau. Mais bon, pour la construction du personnage, Luten a pris le dessus et ça se tient. C'est pas la façon dont il prend le dessus, c'est cohérent, encore une fois, mais en réalité, l'Empire aurait dû, avec un gros tir de canon, voilà, détruire le vaisseau et pas le laisser fuir. Mais bon, basta, on s'arrête là, les gars. C'était un très bon épisode qui nous a saucé pour l'épisode 12, voilà, qui va être vraiment très stylé. Donc, réunion sur Ferrix, tous les personnages, j'en suis certain. Dedra Meero sera là, Cyril sera là, Luten, Veil, Andor forcément. Voilà, je pense qu'on va avoir un épisode très explosif, voilà. Donc, les gars, franchement, dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous avez validé cet épisode? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Je m'engage, vous connaissez mes engagements, à faire un short sur Cassian Andor, enfin sur la série Andor, tous les jours jusqu'à l'épisode 12 pour monter la hype. Je vous invite encore une fois à vous abonner, liker, partager la vidéo si vous connaissez des fans de Star Wars. Abonnez-vous à la chaîne de Zinio et Stirka. Stirka, une petite chaîne où il parle également de Star Wars Andor. Allez voir sa vidéo et il fait également un peu de manga. Et Zinio, c'est le professionnel de Marvel. Donc, il vous racontera des trucs intéressants également. Allez jeter un œil. Les amis, prenez soin de vous. C'était Isma. Soyez curieux. Ciao.